Quelle diplomatie pour l'Europe unie de demain, pour la République européenne? Voilà la vision que je vais développer en conformité avec le programme du Parti des Européens, qui repose d'abord sur le principe d'eurocentrisme, c'est-à-dire de tout voir sur les intérêts exclusifs de l'Europe et des Européens. Premier point, c'est l'espace européen à définir. Dans un premier temps, l'Europe unie se fera sans la Russie, peut-être sans le Royaume-Uni. Il faut se mettre dans la perspective de faire adhérer les Russes à notre schéma, malgré le pouvoir russe en place. Il est évident que depuis la guerre en Ukraine de février 2022, dont on espère la fin avec une négociation Trump-Poutine, la Russie connaît une dérive autocratique plus approfondie encore et une dérive liberticide extrêmement inquiétante. Cela, ça éloigne la Russie de l'Europe. Et même si un Loukachenko dit devant Poutine qu'une Europe associée à la Russie serait une très grande puissance, tout ça, c'est du déclaratif. Sachant en plus qu'il ne faudrait pas que la Russie soit alliée à l'Europe, mais la Russie soit intégrée à l'Europe, que le peuple russe fasse partie de la République européenne. Bon, c'est important de préciser ça. Donc, il faudra ramener la Russie vers l'Europe. Ça ne sera pas simple. Et la diplomatie européenne devra aller dans ce sens-là, pas dans la russophobie d'État ou du bellicisme excessif, dans le réalisme, tout simplement. Un réalisme dur et froid, mais nécessaire. Ensuite, il y a la question de la relation avec les anciens pays peuplés d'Européens. Je pense aux États-Unis d'abord, avec lesquels il faudra recréer une relation d'égalité, un partenariat d'égalité. Il n'y a pas de raison d'être anti-américain par principe. Mais il ne faut pas que l'Europe soit à nouveau vassale. Donc le problème de l'Europe unie, c'est qu'elle sera, si elle est complète, la première puissance économique mondiale, mais la puissance ne se limite pas à l'économie. Et la puissance américaine, elle est aussi liée à l'armée américaine. Je rappelle que l'armée américaine reçoit minimum 2 fois plus d'argent que toutes les armées d'Europe, Russie incluse, réunies. Au moins 2 fois plus, si pas 3. C'est dire à quel point il y a un retard, sans parler de l'absence, ou en tout cas de la marginalisation de l'industrie européenne de l'armement, qui se confond plus ou moins avec la France et quelques pays, mais enfin on est très 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 marginalisé aujourd'hui. Que se passe-t-il? Eh bien, lorsqu'un pays d'Europe veut acheter du matériel militaire, et pas seulement l'Ukraine, ils viennent des États-Unis. Donc une dépendance se crée, évidemment inquiétante. Il y a aussi la dépendance industrielle et économique vis-à-vis de la Chine, qu'il va falloir résoudre de manière déterminée. Bon. Alors ensuite, donc la relation ami-ennemi, du principe schmittien, regardons un petit peu les faits. Parmi les ennemis de l'Europe aujourd'hui, il y a la République islamique d'Iran. L'Europe n'est pas sa cible principale, mais sa vision du monde nous est hostile. En revanche, je suis convaincu que le peuple iranien lui-même est plutôt pro-européen. Et que c'est un allié naturel de l'Europe. Donc il faudra espérer un changement de régime, qu'on peut éventuellement provoquer ou encourager, pour que l'Iran redevienne un facteur de paix dans la région, car aujourd'hui c'est un facteur de déstabilisation du Moyen-Orient, très clairement. Il y a l'Inde, qui est un allié pour moi naturel de l'Europe, et qui pour l'instant joue solo, et joue plutôt la carte russe par exemple. Nous n'avons jamais été capables, nous Européens, de parler correctement avec l'Inde. C'est une occasion, qui a été ratée, parce que l'Inde a des problématiques communes avec nous, des ennemis communs, et une tradition commune. Même si, évidemment, il y a des évolutions considérables en plusieurs millénaires. Il ne faut pas nier. Il y a une parenté de langue, il y a une relative parenté historique. Maintenant, il y a des évolutions très significatives. Mais je pense que ça peut être un allié utile de l'Europe. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'encourager l'immigration indienne en Europe, par exemple. Ça serait quelque chose pour lequel nous ne sommes absolument pas d'accord. Précisons-le. Un allié ne veut pas dire une politique migratoire. Je le précise. Quels sont les adversaires de l'Europe? Pour diverses raisons. Il y a la Turquie, d'une certaine manière le Pakistan, et à moyen terme la Chine. La relation avec la Chine doit être repensée, mais elle ne peut être repensée que par le fait de réindustrialiser et de robotiser. Parce que ce qui nous crée une dépendance vis-à-vis de la Chine, c'est le coût de la main-d'œuvre qui fait que la Chine, on l'a laissé devenir un petit peu l'usine du monde pour faire croire qu'on respectait des normes écologiques qui sont par ailleurs absolument pas respectées par la Chine. Donc il y a un gros problème là-dessus. Il faut repenser totalement notre relation avec la Chine, à court et moyen terme de toute façon. Voilà la synthèse générale des choses. Mais ça ne résout pas tous les sujets. Alors il y a un problème de diplomatie qui est lié
à chaque pays d'Europe. La question algérienne, par exemple, concerne le pays en particulier qui est la France. Les Italiens jouent plutôt en faveur de l'Algérie. On voit bien qu'il n'y a pas de solidarité européenne dans ce domaine. Donc, voilà un exemple où l'Europe pourrait jouer une partition différente qui pourrait aller dans le sens des intérêts des Français par solidarité européenne. On voit bien que l'Union européenne aujourd'hui ne pratique pas cette solidarité. Maintenant, il est possible que dans la perspective de l'Europe unie, le débat se clôture automatiquement. Vous voyez, il faut bien avoir en tête une chose, c'est que la relation avec le monde arabo-musulman va être compliquée. Elle va être compliquée. Il y a la question de la relation avec Israël également, qui paraît, sur le papier en tout cas, un allié de l'Europe. Et avec les régimes en place, par exemple l'Arabie Saoudite. Historiquement, j'avais plutôt tendance à être hostile à ce régime. Son évolution actuelle est plutôt encourageante, sachant que l'Arabie Saoudite est un pays qui vit et dépend du pétrole, mais est déjà en train de réfléchir au monde post-pétrole. Et ils ont intérêt à le faire parce que leur économie ne survivrait pas à l'effondrement du pétrole. Donc, concrètement, on peut réfléchir à la relation à l'égard de l'Arabie Saoudite, qui peut être aussi un facteur de paix dans le Moyen-Orient. Bon. Alors, la paix chez les autres nous concerne peu, mais c'est mieux d'avoir des espaces géographiques autour de l'Europe en paix, plutôt que des espaces, perturbés. Je suis favorable à une rupture très nette de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique. Je pense que le lien colonial qui a été maintenu par les anciens États sautera avec eux, mais il va falloir, pour moi, vraiment aller au bout de la décolonisation, ça fait partie de la diplomatie, et mener une rupture assez nette avec ce continent. Et puis, donc l'eurocentrisme, c'est une diplomatie beaucoup plus centrée sur l'Europe. Par exemple, je suis favorable à la fin du tourisme international, même si ça peut surprendre et un peu choquer au premier plan. Je suis totalement hostile à ce que nos universités s'ouvrent à des étudiants du monde entier. Je pense qu'il faut fermer nos universités aux seuls étudiants européens. Voilà, il faut mettre fin à l'universalisme qui domine trop la France notamment. Notre diplomatie doit être eurocentrée. Elle doit être orientée en fonction de nos intérêts, de notre espace géographique et économique et politique. Et c'est ça la diplomatie qui doit changer. On met fin à la diplomatie mondialiste, où on se mêle de tout, fin du devoir d'ingérence interplanétaire, entre guillemets. On revient à une conception diplomatique strictement européenne, orientée strictement, je répète encore, par les intérêts européens. La réelle politique, oui, d'une certaine manière, avec quelques fondamentaux, mais surtout, on arrête de vouloir régenter le monde, de donner des leçons à tout le monde. L'Europe n'a pas vocation à l'exportation. Ses modèles, ses stratégies, sa démocratie ne sont pas exportables. Nous créons un modèle pour nous et pour nous seuls.